Bonjour Salomon, aujourd'hui on voit un sujet qui intéresse tout le monde. Comment éviter les pièges des banques en Israël? D'après moi, les banques ne sont pas toujours de notre côté. En Israël, nous sommes confrontés à des défis spécifiques. D'abord la difficulté culturelle, difficultés de communication, mais même pour ceux qui maîtrisent parfaitement l'hébreu, il y a des différences donc culturelles et ainsi qu'une certaine complexité du système bancaire local. Alors Salomon, vous êtes un spécialiste du secteur bancaire, vous maîtrisez les règles du jeu et vous disposez d'un vaste réseau. Comment est-ce que vous pourriez nous faire part de vos conseils afin d'éviter les pièges des banques en Israël? Bonjour. Alors d'abord, très heureux d'être là. Alors, les banques, vaste sujet. D'abord, on va essayer de prendre étape par étape. La première étape la plus importante, c'est comment choisir sa banque. Il faut comprendre en Israël que chaque banque a un profil type. Il y a des banques qui aiment les salariés israéliens, il y a des banques qui aiment les auto-entrepreneurs, il y a des banques qui aiment les résidents étrangers. Chaque banque, elle a un profil préféré. Et donc, avant toute chose, il faut se poser la question, est-ce que la banque avec laquelle, où j'ai mon compte et où je vais faire mes crédits, est celle qui correspond à mon profil? Parce qu'évidemment, si ce n'est pas celle qui correspond à mon profil, elle va être plus difficile en termes de gestion financière, de gestion des flux, et évidemment, les taux vont être moins bons. Donc la première question à se poser, c'est ça. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est évidemment que les banques en Israël ont chacune des politiques différentes. Et donc, en fonction de ces politiques, à un moment donné, certaines vont être plus agressives commercialement, d'autres vont être plus stables, d'autres vont me permettre de placer mon argent à des meilleurs taux, d'autres vont me permettre d'emprunter à des meilleurs taux. Et donc, encore une fois que j'ai identifié mon profil, je sais quelle banque correspond à mon profil, la deuxième étape, c'est de me dire qu'est-ce que je veux faire avec cette banque. Est-ce que je veux lever de l'argent ou est-ce que je veux investir de l'argent? Et en fonction de ça, encore un critère qui va me permettre de sélectionner la banque. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller voir les banques. Il faut comprendre que bien sûr que l'intérêt de la banque et mon intérêt, c'est pas toujours le même. L'intérêt de la banque, c'est de gagner de l'argent. Moi aussi, évidemment. Mais là où moi je gagne de l'argent, c'est pas toujours là où la banque gagne de l'argent. Donc il faut savoir discuter avec les banques et comprendre où est-ce qu'elles gagnent de l'argent et où est-ce qu'elles n'ont pas besoin d'en gagner. En fonction de ça, on va pouvoir négocier les frais pour savoir que là où, dans les opérations qui sont extrêmement rentables pour les banques, eh ben, on va pouvoir avoir une grosse marge de négo. Dans les opérations qui ne sont pas rentables pour les banques, là, malheureusement, je me battrai contre des moulins à vent en essayant de négocier ces frais-là. Donc, la troisième étape, on a dit identifier où est-ce que je peux négocier, où est-ce que je ne peux pas négocier. Dernière chose, avant d'arriver dans les sujets des frais et dans les sujets des taux, il faut savoir que culturellement, les Israéliens ne fonctionnent pas comme nous. C'est pas parce que j'ai 200 000 shekels sur mon compte qui dorment que la banque est intéressée par mon profil. De l'argent qui travaille ou de l'argent qui circule, c'est beaucoup plus intéressant pour une banque israélienne que de l'argent qui dort sur le compte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si j'essaye de jouer les gros bras avec une banque israélienne, à la fin, je vais perdre. Donc, jouer les gros bras n'est jamais la bonne solution. Il y a des façons de négocier en Israël, des façons culturellement de demander les choses, des façons d'obtenir des choses. Ça n'est jamais en jouant les gros bras ou en criant ou en se plaignant. Une fois que j'ai réglé toutes ces problématiques-là, que j'ai compris comment négocier avec les banques, maintenant on va s'attaquer aux frais et aux taux. Donc, pour être très clair, la banque, le moins elle prend de risques. Est-ce que vous pourriez peut-être nous rappeler combien il y a de banques? Parce que pour moi, je pense que c'est un vrai problème. Il y a en fait très peu d'acteurs sur le marché. Il y a sur le marché en vérité 5 acteurs. Et les néobanques, je vais un petit peu plus loin, les néobanques qui existent depuis plus de 20 ans en France viennent à peine d'apparaître ici, quoi. Et il y a 2 néobanques. Et il y a 2 néobanques. Donc en fait, moins d'acteurs sur le marché, moins de possibilités de faire jouer la concurrence. Exactement, mais alors, juste pour récapituler, les 5 acteurs bancaires classiques sont la banque Mizrahi, la banque Leumi, la banque Apoalim, la banque Discount et Mercantile. Il faut savoir que la banque Mercantile et la banque Discount font partie du même groupe, même si elles sont gérées séparément. Et la banque Aben Leumi, la First International Bank, qui regroupe un certain nombre d'autres sous-banques en dessous. Voilà les 5 acteurs du marché. Il y a 2 acteurs néobanques. Il y a OneZero et la deuxième, dont je vais me souvenir le nom dans 2 minutes. C'est pas Pepper, mais qui en fait il y a une... Pepper, c'est pas vraiment une néobanque. C'est pas une néobanque. OneZero est une néobanque dans le sens où elle est tout internet, tout géré avec sa propre licence. Pepper est géré sous licence Leumi. De la même façon que Bit est géré sous licence Poalim, il y a plein d'applications comme ça, mais qui sont sous licence d'une autre banque.
Tout ça pour dire très peu d'acteurs sur le marché. Deuxième chose, les règles de la Banque d'Israël sont très très rigides, dans le sens où la Banque d'Israël impose un taux de solvabilité, donc les fonds propres par rapport à la prise de risque, donc, qui est beaucoup plus élevé que ce que les banques françaises ont, par exemple, ou les banques européennes. Ce qui pour nous est une grande sécurité, ça veut dire que les banques israéliennes sont extrêmement solides, ce qui oppose à une contrepartie qui est, elles ont un coût beaucoup plus élevé qu'une banque étrangère. Une fois qu'on a dit ça, maintenant on va en arriver sur la question des taux et des frais. Les taux et les frais, il faut savoir, sont basés globalement sur deux paramètres. Le premier paramètre, c'est évidemment les marchés financiers. Je suis une banque, je veux prêter de l'argent, je vais aller le chercher sur les marchés financiers, cet argent-là. Donc, à quel coût vont me financer les marchés financiers? Et donc, je vais répercuter ce coût-là aux clients. Israël étant un petit pays avec d'instabilité, il est forcé que ces taux-là auxquels les banques lèvent de l'argent sur les marchés est plus élevé qu'auquel une BNP lèverait de l'argent sur des marchés européens avec derrière une garantie financière de la Banque Centrale Européenne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est je vais me tourner vers la Banque d'Israël. À quel taux la Banque d'Israël me prête de l'argent? Donc, ça me donne globalement mes deux bases de taux. Première chose, le taux de la Banque d'Israël aujourd'hui est à 6%. 6%, c'est énorme. Il était à 6,25 il y a un an et demi de ça, mais 6,25 c'était le plus haut depuis 30 ans. Donc 6, ça reste extrêmement élevé. Il va sûrement baisser dans les mois à venir, mais au vu de la situation géopolitique régionale, on n'est pas capable de dire quand est-ce qu'il va baisser. Maintenant, ce taux élevé là est paradoxal dans le sens où lever de l'argent coûte cher. En revanche, investir de l'argent d'Israël est aujourd'hui extrêmement intéressant. On obtient des très bons taux pour l'argent investi. Ça, c'est une chose. Les taux, une fois qu'on a vu ces deux taux-là, il faut comprendre qu'en Israël, quand je veux lever de l'argent, la banque va chercher son intérêt. Je donne un exemple très simple. Comment elle cherche son intérêt? Elle dit, si je ne prends pas de risque, comment prendre le moins de risque? Si je fais porter le risque de l'inflation au client et non à moi, en valeur absolue dans le temps, je suis sûr de gagner sur ce crédit. Et donc, ce crédit devient d'autant plus intéressant. Vous parlez des taux variables, là? Je ne parle même pas des taux variables pour l'instant. Je parle juste de l'indexation. Donc, la banque est prête à avoir une politique commerciale beaucoup plus agressive si je suis prêt, moi, à supporter le risque d'inflation. L'inflation en Israël, elle est en ce moment de l'ordre de 3,5% par an, mais elle est montée beaucoup plus haut dans les périodes récentes. Et si on regarde sur 10 ans, elle n'est jamais descendue en dessous de 2,5%. Donc, moi, client qui ne connaît pas le système français, je vais à une banque et je lui dis, je veux le taux le plus bas. Le système israélien. Le système israélien, pardon. Je vais dans une banque et je ne connais pas le système israélien, je leur dis, je veux le taux le plus bas et je négocie. Une chance sur deux que le banquier, suffisamment intelligent pour connaître les Français, pour savoir que les Français ne connaissent pas ce concept d'indexation, va lui-même me proposer un crédit indexé. Ça veut dire que non pas le taux, mais le capital va lui être indexé à l'inflation. Donc, on imagine 3,5% en intérêt composé sur 20 ans. Combien ça peut revenir? Ça revient évidemment pas 3,5%, beaucoup plus cher. Et donc, à la fin, j'ai eu un taux très bas, mais j'ai un crédit très mauvais parce qu'il va me coûter très cher. Ça, c'est pour la partie crédit. D'où l'intérêt d'avoir un courtier qui, lui, comprend les tenants et les aboutissants d'un crédit et va nous éviter ce genre de piège. De la même façon, la banque, quand elle fixe sa politique commerciale, elle fixe une politique commerciale en termes de marge moyenne sur les crédits, sur l'argent prêté. Disant, je veux qu'en moyenne, une fois retiré le coût de mon crédit, moi, banque, je gagne 0,3, 0,5, 1, 1,2, 1,5. 0,3, c'est un exemple en général, on est plus autour des 1 à 1,2%, qui est la marge pure de la banque. Et donc, si je ne sais pas ça, quand je vais aller voir la banque, elle va en profiter d'abord pour essayer de gagner de la marge sur moi, pour rattraper la marge sur moi par rapport à celle qu'elle peut perdre sur d'autres clients. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si je ne comprends pas que la marge est négociée sur la globalité du crédit, alors je ne comprends pas que quand j'ai négocié une ligne particulière de mon crédit, le coût que j'ai gagné là, la banque l'a récupéré sur une autre ligne. Et donc, je me suis fait piéger en ayant une ligne qui peut paraître très bonne et une ligne qui peut paraître très mauvaise. Et forcément que la ligne qui va être la moins bonne, c'est celle qui va me durer le plus longtemps et me coûter le plus cher. Puisque c'est là où la banque va m'enlever les possibilités de renégociation. La marge de la banque est négociée sur un crédit global.
Maintenant, pour rentrer un peu plus en profondeur, sur le crédit. D'abord, dans la construction du crédit, je vais le réfléchir en me disant quelles sont les lignes dangereuses et quelles ne sont pas les lignes dangereuses. Je vais négocier mon crédit en sachant que la marge globale de la banque, elle va être fixée par sa politique, mais en sachant bien que, évidemment, moi en particulier, même si je viens emprunter 10 millions de shekels, par rapport à un courtier qui, lui, a un volant d'affaires de 30 millions par mois, ou même de 30 millions par an, ça reste plus intéressant pour la banque d'avoir un courtier à 30 millions par an qu'un client en one-shot qui fasse 10 millions une fois. Donc la banque, à travers les volants d'affaires de courtier, va accepter de prendre une marge plus faible. Ce qui veut dire, pour en revenir au sujet de la dernière fois, vu que la banque a fixé une marge globale, une politique de marge, la marge que j'ai perdue sur les courtiers qui, eux, ont un gros volume d'affaires, sur le client particulier lambda qui vient me voir, je vais devoir me rattraper pour que ma marge moyenne reste la même. C'est tout l'intérêt d'être accompagné à la banque, c'est évidemment de bénéficier de ces conditions particulières, c'est surtout de ne pas être le pigeon dans l'histoire qui, lui, va payer plus cher pour rattraper tous ceux à qui la banque a fait moins cher. Sur la partie crédit. Sur les autres parties, on va parler des deux parties suivantes qui sont 1, les frais et 2, les placements. Sur la partie frais, comme je disais la dernière fois, il y a certains frais qu'on peut négocier, certains frais qu'on ne peut pas négocier. Il y a aussi forcément, en tant qu'accompagnant bancaire, ça veut dire que je guide les clients à travers le process bancaire, j'ai dans certaines agences, moi mais d'autres aussi le font évidemment, des conditions négociées qui font que par avant, je sais là où la banque avait des marges, là où la banque pouvait se permettre de faire un effet. Et en ayant un poids dans telle agence de telle banque, en ayant un poids dans telle agence de la banque Discount, telle agence de la banque Leumi, telle agence de la banque Poalim et telle agence de la banque Mizrahi, dans ces agences-là spécifiquement, les clients vont avoir accès à des frais pré-négociés, sachant que, encore une fois, si eux ne sont pas au courant de toutes les politiques de la banque, aller négocier les frais, c'est très compliqué. Par le poids qu'on peut apporter en tant qu'accompagnant, on a déjà effectué ce travail et permettre aux clients de bénéficier des meilleures conditions possibles. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième sujet, les placements financiers. Je vais laisser les gens plus spécialisés que moi parler de tout ce qui est placement boursier, produits financiers. Ça n'est pas mon domaine. Moi, je vais rester sur les produits bancaires. Les produits bancaires, entendons-nous, les comptes fermés. Aujourd'hui, les banques proposent des comptes fermés. Il faut savoir, la première chose, que la banque a deux types de comptes fermés, a trois types de comptes fermés. Le premier, c'est évidemment un compte en devises étrangères. Le deuxième, c'est un compte à taux fixe. Et le troisième, c'est un compte à taux variable. Encore une fois, pour revenir au même sujet que le crédit, chaque banque, dans sa politique commerciale, a choisi de ou favoriser les comptes en devises étrangères, ou favoriser les comptes à taux fixe, ou favoriser les comptes à taux variable. Voire même, un dernier point, certaines banques sont tellement avides d'attirer de nouveaux clients que pour le nouvel argent qui rentre dans la banque, elle va offrir des conditions extrêmement favorables, plus que pour de l'argent qui dort déjà à la banque. Une fois qu'on a dit ça, moi, en tant que client, je dois identifier quelle banque, si je veux le placer, si c'est de l'argent nouveau ou si ce n'est pas de l'argent nouveau, si c'est de l'argent en devises étrangères ou si c'est de l'argent en shekel, où est-ce que je veux le placer? À quelle durée? Avec quelle possibilité de sortie? Là, première analyse à faire. Deuxième analyse à faire, on voit aujourd'hui circuler des pubs, on en a vu, la banque Leumi qui propose du 6, la banque Discount qui propose du 6,5. Attention, attention, je mets un gros warning, ces pubs sont des pubs piégeuses. Pourquoi? En fait, quand on veut placer 1 million de shekels, je donne un exemple, la banque sur les 50 premiers 000 shekels va nous offrir un taux de 6,5. Sur les 150 000 suivants, elle va passer à 4,5. Et sur les 800 000 suivants, elle va nous placer à 3. Du coup, le taux global auquel j'aurai l'impression de passer mon argent va être très mauvais. C'est juste sur les 50 000 premiers que j'ai eu un taux attractif. C'est connu pour pas que ça soit. C'est pas vraiment les meilleurs, on sait. C'est pas vraiment les meilleurs. Et encore une fois, le piège dans la chose, c'est que je vois une belle pub avec un beau chiffre. Si je me jette dessus, à la fin, je suis perdant. De la même façon, comment les banques fixent le taux à laquelle elles sont prêtes à rémunérer nos comptes? La banque a ce qui s'appelle un tsel. C'est la valeur à laquelle la banque gagne zéro. À ce taux-là, en fait, globalement, elle prend votre argent, elle va le redonner dans des crédits, elle va l'investir de différentes façons. Mais ce taux-là, c'est le taux zéro. Et donc la banque, plus elle descend de ce taux-là, plus elle est bénéficiaire sur l'argent que vous placez à la banque. Si moi, je ne connais pas le tsel et que je parle à une banque et qu'elle me dit 4,5, je vais avoir l'impression que 4,5 c'est super. Maintenant, si je sais que le tsel est à 5,5, 4,5 c'est très mauvais. Un point. Alors évidemment que si je place 100 000 shekels ou si je place 1 million de shekels, je ne peux pas demander le même effort à la banque. Mais l'importance de connaître le taux zéro de la banque, c'est ce qui me permet de négocier et d'obtenir les meilleurs taux à chaque fois.
Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, certaines banques, on reste un pays du Moyen-Orient, il y a quand même un peu de négociation, un peu de bargain, comme on dit en anglais, à faire avec les banques. Et donc, les banques, même dans la négociation, je vais venir faire ma négociation, je vais toujours avoir une petite place pour aller chercher un peu plus en fonction du volume. Tout l'intérêt de l'accompagnement bancaire, c'est aussi que là-dessus, moi, je connais au jour le jour les taux des banques, le TSEL, moi, mais encore une fois, d'autres aussi connaissent le taux. On se tient informé du taux du TSEL au jour le jour, ce qui nous permet à l'avance, quand un client nous dit « je vais envoyer 400 000 euros ou je vais envoyer 400 000 shekels ou je vais envoyer que je veux placer juste pour 3 mois le temps de faire une opération immobilière », de savoir quel est le meilleur taux qu'on va pouvoir lui proposer à ce moment-là, de façon à ce qu'évidemment la banque gagne sa vie, parce que la banque a besoin de gagner sa vie, il y a un petit peu de sionisme là-dedans, donc on va faire vivre, mais pour pas non plus que ce soit la petite souris là-dedans qui se fait croquer par le grand méchant loup. Donc le but du jeu, c'est d'avoir le meilleur taux possible au meilleur moment. La seule façon de le faire, c'est en connaissant quelle banque et quel est son sel. Sinon, forcément, je n'aurai jamais les meilleurs taux.